Ma riche grand-mère m'a vu, moi et ma fille de 6 ans, dans un foyer pour famille. Elle a demandé, « Pourquoi n'habites-tu pas dans ta maison de Hawthorne Street ?» J'étais stupéfaite. Quelle maison? 3 jours plus tard, je suis arrivé à un événement familial, et mes parents ont pâli. Si vous n'avez jamais essayé de préparer un enfant de 6 ans pour l'école, tout en vivant dans un foyer pour famille, je peux vous résumer l'expérience, c'est comme gérer un petit aéroport, sauf que les passagers sont émotifs, la file d'attente de la sécurité est faite de honte. Et vous faites tout cela avec une chaussette manquante. Ce matin-là, c'était la chaussette de Leia qui manquait. Maman, chuchota-t-elle, de cette façon qu'ont les enfants lorsqu'ils essaient de vous aider à ne pas vous effondrer, ce n'est pas grave. Je peux porter des chaussettes différentes. Elle brandit une chaussette rose avec une licorne, et une chaussette blanche, qui avait été blanche autrefois. Je les ai regardées comme s'il s'agissait de preuves sur une scène de crime. C'est un choix de mode audacieux, ai-je dit. Très styleux, je fais ce que je veux. Leia a souri. Et juste comme ça, pendant une demi-seconde, j'ai oublié où nous étions. Puis, la porte du foyer s'est ouverte derrière nous, et le froid m'a brutalement ramené à la réalité. Nous étions devant le foyer pour famille Saint-Brigue. Il était 6h12 du matin. Le ciel était encore d'un gris violacé. Le trottoir était humide. L'air avait cette odeur d'hiver, métallique et propre, comme si le monde avait été décapé trop fort. Leia ajusta son sac à dos, qui était plus grand qu'elle. J'ai remonté la fermeture éclair de son manteau bouffant, et j'ai essayé de ne pas regarder l'enseigne au-dessus de l'entrée, foyer pour famille. Ce n'était même pas le mot foyer qui me touchait, c'était le mot famille. Comme si nous étions une catégorie. Comme si nous étions une étiquette sur une boîte. D'accord, ai-je dit, en forçant de la gaieté dans ma voix. Le bus scolaire arrive dans 5 minutes. Leia hocha la tête. Elle était courageuse d'une manière discrète, ce qui me rendait à la fois fier et coupable. Puis, elle demanda doucement, « Est-ce que je dois encore donner mon adresse, quand Madame Cole me le demandera ?» Mon estomac se noie. « Je ne pense pas qu'elle te le demandera aujourd'hui, » ai-je dit. Leia n'insista pas, elle regarda simplement ses chaussures, puis elle leva les yeux vers moi, comme si elle mémorisait mon visage, comme si elle vérifiait que j'étais toujours moi-même. « Maman, dit-elle, est-ce que nous allons encore déménager ?» J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Et c'est à ce moment-là qu'une berline noire a glissé vers le trottoir, comme si elle y appartenait. Ce n'était pas un taxi, ni un Uber, ni le genre de voiture qui s'arrêtait jamais devant Saint-Brigue, à moins de s'être trompé de route et de le regretter. La porte s'ouvrit, et une femme sortit, vêtue d'un manteau sur mesure de la couleur de minuit. Evelyn Hart, ma grand-mère. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an. Je le savais, parce que ma vie se mesurait désormais en avant que tout s'effondre et après, et elle appartenait fermement à elle et avant. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, calme, élégante, et légèrement terrifiante. Pas d'une manière cruelle, mais de cette façon qu'ont les gens capables de mettre fin à une dispute en conseil d'administration, d'un simple froncement de sourcils. Son regard se posa d'abord sur moi, et j'y vis de la reconnaissance, puis de la confusion, enfin, il se posa sur Leia. Quelque chose changea sur son visage, quelque chose de rapide et de tranchant, comme une fissure dans du verre. Elle leva les yeux vers l'enseigne au-dessus de l'entrée, puis elle me regarda de nouveau. « Maya, dit-elle, et mon nom sonna étrangement dans sa bouche, comme si elle ne l'avait pas prononcé à voix haute depuis longtemps. « Que fais-tu ici ?» Mon premier réflexe fut de mentir, non pas parce que je pensais qu'elle me jugerait, mais parce que je ne supportais pas d'être vu dans cet état. « Je vais bien, » ai-je dit, ce qui est le mensonge par défaut des femmes épuisées partout dans le monde. « Nous allons bien. C'est temporaire. » Les yeux d'Evelyn descendirent vers les chaussettes dépareillées de Leia, puis vers mes mains, rouges et sèches à force d'utiliser trop de désinfectants, à cause du froid, et à cause de la vie. Sa voix devint plus basse. « Maya, dit-elle encore, pourquoi n'habites-tu pas dans ta maison de Hawthorne Street ?» Le monde bascula. J'ai cligné des yeux. Ma quoi? Elle ne se répéta pas comme si elle me pensait stupide, elle se répéta comme si elle craignait que je m'évanouisse. La maison, dit-elle, en articulant bien les mots, sur Hawthorne Street. Mon cœur se mit à battre si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Quelle maison, m'entendis-je dire. Je n'ai pas de maison.
Evelyne me fixa comme si j'avais parlé une autre langue. Je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. Elle alignait les chiffres dans sa tête, les dates, les possibilités, les mensonges. Léa tira sur ma manche. Maman, chuchota-t-elle, est-ce qu'on a une maison? Je baissai les yeux vers elle. Ses yeux étaient grands, remplis d'un espoir qui faisait mal. J'ai dégluti. Non, ma chérie, ai-je dit doucement. Nous n'en avons pas. Le visage d'Evelyne devint très immobile, et quand ma grand-mère devenait immobile, cela signifiait généralement que quelque chose allait se briser. Elle fit un pas vers Léa, et non vers moi. Elle s'accroupit devant elle, ce qui était presque choquant. Evelyne Hart ne s'accroupissait pour personne. Elle s'asseyait d'ordinaire dans des fauteuils qui coûtaient plus cher que mon revenu mensuel, et obligeaient tout le monde à s'adapter à elle. Mais là, elle se mettait à la hauteur de ma fille. « Tu es Léa, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui », murmura Léa timidement. L'expression d'Evelyne s'adoucit très légèrement. « C'est un prénom magnifique. » Puis, ses yeux se relevèrent vers les miens et redevinrent tranchants. « Monte dans la voiture. » J'ai cligné des yeux. « Grand-mère. »« Monte dans la voiture », répéta-t-elle, et il n'y avait aucune place pour la négociation dans son ton. J'ai senti la chaleur me monter au visage, de la colère, de l'embarras, du soulagement, tout cela mélangé. Evelyne ouvrit la porte arrière de la berline. J'ai hésité. Léa me regarda. « Maman, dit-elle, d'une voix petite mais assurée, c'est bon. » Le fait que ma fille de 6 ans me réconforte fut la goutte d'eau de trop. J'ai acquiescé. D'accord. Léa grimpa sur le siège arrière, serrant son sac à dos, et je me glissai à côté d'elle, m'attendant encore à moitié à ce que quelqu'un me tapote l'épaule, pour me dire qu'il s'agissait d'un malentendu. Dès que la porte se ferma, le silence à l'intérieur sembla luxueux. Evelyne ne démarra pas tout de suite. Elle resta simplement assise, les 2 mains posées légèrement sur le volant, fixant droit devant elle. Puis, elle parla très calmement. « D'ici ce soir, dit-elle, je saurai qui a fait ça. » Mon estomac fit un bond. Elle tourna la tête pour me regarder. J'ai dégluti avec peine. « Grand-mère, je ne comprends pas. »« Non, dit-elle, tu ne comprends pas. Et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Elle sortit son téléphone, appuya sur une touche, et dit « Appelle Adam ». Un homme répondit rapidement. « Madame Hart, c'est Evelyne, dit-elle. Mettez-moi en ligne avec le gestionnaire immobilier de Hawthorne Street. Je veux une réponse simple, qui a les clés? Qui habite là-bas? Et est-ce que quelqu'un a perçu de l'argent sur ce bien? » Mon sang ne fit qu'un tour. De l'argent? J'ai fixé son profil, la ligne de sa mâchoire, et la façon calme dont elle prononçait ses mots, comme si elle commandait un café. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement embarrassé, j'étais au bord de découvrir quelque chose de beaucoup plus sombre. Si vous m'aviez demandé, 6 mois plus tôt, si je pensais vivre un jour dans un foyer avec ma fille, j'aurais ri. Non pas parce que je pensais que c'était impossible, mais parce que je pensais que cela ne pouvait pas m'arriver à moi. C'est un genre d'arrogance dangereux, d'ailleurs. Cela ne vous protège pas, cela rend simplement la chute plus bruyante. 6 mois plus tôt, je travaillais encore comme aide-soignante au centre médical Saint-Jude. Des gardes de 12 heures, des sonnettes qui s'allumaient comme des machines à sous, des gens qui me demandaient des choses que je n'avais pas, du temps, des réponses, des miracles. J'étais épuisé, mais je survivais. Et puis, j'ai emménagé chez mes parents. C'était censé être temporaire. Cela commence toujours par temporaire. Mon père, Robert, avait cette voix calme et raisonnable en laquelle les gens ont confiance. Ma mère, Diane, avait ce sourire doux qui donnait l'impression qu'elle vous rendait service, même quand elle vous coupait l'herbe sous le pied. Ces jours-ci, je les appelle par leur prénom. Maman et papa ne conviennent plus. Tu peux rester avec nous jusqu'à ce que tu te remettes sur pied, avait dit Diane. Léa a besoin de stabilité. La famille se soutient. J'aurais dû lire les petites lignes cachées derrière cette phrase, mais je ne l'ai pas fait. Au début, c'était supportable. L'appartement de mes parents était petit, mais nous nous organisions. Léa dormait dans mon ancienne chambre. Je travaillais, je payais ce que je pouvais, et je faisais profil bas. Puis, les remarques ont commencé. Pas de grandes attaques évidentes,
mais de petites piques. Le genre de choses qui ne ressemblent pas à de la cruauté, quand on les raconte à quelqu'un plus tard. Tu es toujours fatigué, disait Diane. Tu devrais peut-être mieux organiser ta vie. Robert soupirait quand les jouets de Leia traînaient par terre. Nous essayons simplement de garder cet endroit propre. Et puis, un soir, après être rentré d'une double garde, les pieds endoloris et le cerveau à moitié mort, Diane s'est assise à la table de la cuisine, comme si elle s'apprêtait à annoncer un diagnostic. Nous devons parler, dit-elle. Je connaissais déjà ce ton. Nous pensons qu'il est temps que tu deviennes indépendante, dit-elle doucement. Tu es ici depuis assez longtemps. J'essaie, ai-je dit, en gardant une voix égale. Les loyers sont élevés, les cautions. Tu es une mère, Maya, dit Diane. Si tu es une bonne mère, tu trouveras une solution. Les mots me frappèrent si fort que j'ai regardé autour de moi, comme si quelqu'un d'autre avait dû les prononcer. Robert se racla la gorge. 30 jours. C'est raisonnable. Nous ne sommes pas des monstres. J'avais envie de hurler, mais hurler n'aidait jamais dans cet appartement, cela leur donnait simplement une raison de me pointer du doigt plus tard. Alors, j'ai hoché la tête. D'accord. Et j'ai essayé. Je regardais les annonces pendant mes pauses à l'hôpital, mes pouces faisant défiler les pages alors que j'avalais un café de cafétéria. J'appelais pour des appartements, et on me répétait la même chose, encore et encore, premier et dernier mois de loyer, caution, preuve de revenus, vérification de crédit. Désolé, nous avons choisi un autre candidat. Chaque jour, j'avais l'impression de monter une pente raide avec Leia sur le dos. Et puis, vint la nuit où ils décidèrent que 30 jours n'étaient en fait qu'une suggestion. C'était après une garde de nuit. J'avais aidé un vieil homme confus à se recoucher 3 fois, nettoyé un plateau renversé, et tenu la main d'une femme qui pleurait parce qu'elle avait peur de l'opération. Je suis rentré après minuit. La lumière du couloir, devant l'appartement de mes parents, était allumée. Mon estomac se noua immédiatement. 2 cartons étaient posés devant la porte. Mes cartons. Je les ai fixés pendant une longue seconde, comme si mon cerveau refusait d'accepter la forme de ce que je voyais. Puis, j'ai essayé la poignée. Verrouillée. J'ai frappé. Silence. J'ai frappé plus fort. Finalement, la porte s'entr'ouvrit. Le visage de Diane apparut, calme, comme s'il s'agissait d'un mardi normal. Tu dois baisser d'un ton, chuchota-t-elle sèchement. Les voisins. Pourquoi mes affaires sont-elles dehors, ai-je exigé. La voix de Robert vint de derrière elle, sur un ton d'ennui. Nous te l'avons dit, Maya. L'indépendance. Cela ne fait pas encore 30 jours, ai-je dit, la voix tremblante. L'expression de Diane se durcit très légèrement. Les plans changent. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule dans l'entrée. Leia était recroquevillée par terre, juste à côté du meuble à chaussures. Sa petite veste était pliée sous sa tête en guise d'oreiller, elle était à moitié endormie, ses chaussures encore aux pieds. Il l'avait mise là, des heures plus tôt, pour que je puisse la ramasser et disparaître sans réveiller tout l'appartement. Où sommes-nous censés aller, ai-je sifflé. Le sourire de Diane revint, mince et satisfait. Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. Et puis, comme si elle me rendait service, elle ajouta, ne fais pas de scène. Je suis resté là, avec mes cartons dans le couloir, le sang bourdonnant dans mes oreilles. Je suis entré juste assez longtemps pour m'accroupir, et glisser mes bras sous Leia. Elle fit un petit bruit de sommeil, et s'enroula automatiquement autour de mon cou. Alors que je reculais dans le couloir, la main de Diane était déjà sur la porte. La porte se ferma. Leia remua. Maman, marmonna-t-elle. Tout va bien, ai-je menti automatiquement. Nous faisons une soirée pyjama. J'ai chargé les cartons dans ma voiture et j'ai roulé. Je ne me souviens pas de la majeure partie de cette nuit. Je me souviens des lampadaires. Je me souviens de la façon dont mes mains tremblaient sur le volant. Je me souviens d'être resté assise dans la voiture, avec Leia endormie sur le siège arrière, son petit corps recroquevillé comme un point d'interrogation. Je me souviens avoir pensé encore et encore, comment cela a-t-il pu arriver? Le lendemain, j'ai essayé de réparer les choses, parce que c'est ce que je fais. Je répare. J'essuie les dégâts. Je relève les gens qui ne peuvent pas se relever eux-mêmes.
J'ai appelé Diane, elle n'a pas répondu. J'ai appelé Robert, il a décroché une fois. Nous faisons cela parce que nous t'aimons, a-t-il dit, comme s'il lisait un script. C'est pour ton bien. Puis il a raccroché. Je suis quand même allé travailler, parce que le loyer que je n'avais pas n'allait pas se payer tout seul. Au 3e jour, mes joues étaient creusées par le stress, et mon estomac me faisait mal à cause de la nourriture bon marché des stations-service. J'ai essayé un motel une nuit, 2 puis l'argent est venu à manquer. Une conseillère scolaire a remarqué que Léa était silencieuse, et a demandé si tout allait bien. J'ai menti. Puis la conseillère a redemandé doucement, et j'ai vu Léa m'observer avec ses grands yeux, apprenant de moi comment mentir pour survivre. Alors, j'ai dit la vérité, et 2 jours plus tard, je remplissais les formulaires d'admission du foyer, tandis que Léa était assise à côté de moi en balançant ses jambes. L'employé chargé de l'accueil était gentil mais fatigué, comme si elle en avait trop vu. Nous avons besoin de vos informations, a-t-elle dit. Nous devons savoir où vous avez passé la nuit dernière. Dans ma voiture, ai-je répondu. Elle hocha la tête comme si elle cochait une case banale. Léa se pencha vers moi et chuchota trop fort, est-ce que c'est notre maison maintenant? L'employé tressaillit. J'ai forcé un sourire. Non, ai-je dit rapidement. Non, ma chérie. Je voulais ajouter c'est temporaire, mais le mot avait un goût de plaisanterie amère. Cette nuit-là, Léa s'est endormie sur un lit étroit à côté du mien, dans une chambre qui sentait l'eau de javel et la nourriture trop cuite. Je suis resté éveillé à écouter les bruits des autres familles derrière les cloisons minces, des gens qui toussaient, des bébés qui pleuraient, quelqu'un qui chuchotait le tout va bien encore et encore, comme une prière. Mon téléphone était dans ma main. J'ai pensé à appeler ma grand-mère. Evelyn Hart n'était pas le genre de femme qu'on appelle pour pleurer, elle était le genre de femme qu'on appelle quand on a besoin de résoudre un problème. Mais ma mère avait passé des années à m'entraîner à ne pas la déranger. Ta grand-mère déteste les drames, disait toujours Diane. Elle n'aime pas la faiblesse. Ne te donne pas en spectacle. Et quand j'avais envoyé un SMS à Diane après m'être retrouvé à la rue, pour lui demander si Evelyn savait ce qui se passait, Diane avait répondu instantanément, grand-mère est à l'étranger. Elle est occupée. Ne l'entraîne pas là-dedans. C'était incroyable de voir à quelle vitesse ma mère pouvait répondre à un SMS quand elle voulait obtenir quelque chose. Alors, je n'ai pas appelé. Je me suis dit que je gérerais. Je me suis dit que je ne voulais pas avoir l'air pathétique. Je me suis dit beaucoup de choses. Et puis, par un froid matin d'hiver, ma grand-mère est sortie d'une berline noire devant un refuge, et m'a demandé pourquoi je n'habitais pas dans ma maison de Hawthorne Street. Et j'ai réalisé que je n'avais pas seulement un problème de logement, j'avais un problème de famille, et quelqu'un mentait depuis longtemps. De retour dans la berline, l'appel d'Evelyn était déjà en cours. Je n'entendais pas l'autre voix, seulement celle d'Evelyn, assez tranchante pour couper du verre. Qui a signé pour les clés? Un silence. Et la maison est occupée? Mon estomac fit un bond. Evelyn ne réagissait pas comme quelqu'un de surpris, mais comme quelqu'un qui confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Envoie le dossier à Adam, dit-elle. Tout. Elle mit fin à l'appel et me regarda enfin, non pas avec pitié, mais avec certitude. J'ai envoyé un SMS à l'école de Léa avec des pouces qui ne s'arrêtaient pas de trembler, urgence familiale. Léa sera absente aujourd'hui. Pas d'explication, pas de long texte. Juste la vérité dans le format le plus petit et le moins humiliant possible. Evelyn conduisit jusqu'à un restaurant à 10 minutes de là. Le genre d'endroit avec des vitrines chaleureuses, une clochette sur la porte, et des menus qui sentaient le sirop d'érable. À l'intérieur, le chauffage me frappa le visage si fort que j'ai failli pleurer sous le choc de la chaleur. Nous nous sommes glissés dans une banquette. Léa trouva immédiatement le menu enfant et commença à colorier un pancake de dessins animés, comme s'il l'avait personnellement insulté. Evelyn commanda un chocolat chaud pour Léa sans demander. Je l'ai regardé faire, et j'ai ressenti une étrange vague de colère. Pas contre Evelyn, mais contre l'univers, parce qu'il était si facile d'être gentil, et que mes parents avaient choisi tout le reste. Evelyn reprit son téléphone. Grand-mère, ai-je commencé, avant de m'arrêter parce que je ne savais même pas ce que je voulais demander. Quelle maison? Pourquoi es-tu ici? Comment ma vie est-elle devenue un panneau de refuge? Evelyn ne répondit pas à mes questions dans l'ordre où ma panique les réclamait.
Elle dit simplement avec calme, je vais passer un autre appel. Tu vas écouter, et tu n'interrompras pas. J'ai acquiescé. C'était le genre d'acquiescement que l'on donne à un chirurgien, quand on est sur la table d'opération. Elle tapota l'écran et mit le haut-parleur. Une sonnerie, deux, puis la voix de ma mère. Diane, enjouée et mielleuse, comme si elle passait une audition pour le rôle du parent aimant, dans une production de théâtre amateur. Evelyne. Oh mon Dieu, quelle surprise. Comment vas-tu? Le ton d'Evelyne resta plaisant, presque doux. Je pensais à Maya, dit-elle. Comment va-t-elle? J'ai senti mon estomac tomber dans mes chaussettes. Il y eut une microseconde de silence, cette infime pause où un menteur décide quelle version de la réalité est la plus utile. Puis Diane répondit avec assurance, comme si elle s'était exercée devant un miroir. Oh, elle va merveilleusement bien. Elle habite dans la maison. Elle est installée. Elle adore l'endroit. Tu connais Maya, elle voulait de l'espace, alors nous ne t'avons pas dérangé. J'ai fixé la table collante comme si elle allait s'ouvrir et m'engloutir tout entière. En face de moi, Léa coloriait tranquillement en fredonnant. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait le ton. Elle leva les yeux une fois, vit mon visage, et se remit à colorier plus fort, comme si elle pouvait effacer le problème en gribouillant. Diane continuait de parler, remplissant le silence de futilité joyeuse, à quel point elle avait été occupée, à quel point elle était fière, à quel point la famille et tout. Evelyne la laissait faire. Evelyne ne bousculait pas les menteurs, elle leur laissait toute la place nécessaire pour se pendre proprement. Enfin, Evelyne dit, c'est bon à entendre. Et elle raccrocha, tout simplement. Pas de confrontation, pas d'accusation, pas de je t'ai eu. Ma gorge se serra. Ce n'était pas de la confusion, dit Evelyne doucement. J'ai laissé échapper un rire qui ressemblait à une quinte de tout. Alors elle savait, ai-je dit. Elle le savait depuis le début. Les yeux d'Evelyne restèrent fixés sur les miens, stables et perçants. Elle en savait assez pour mentir sans réfléchir, dit-elle. Cela me dit ce que j'ai besoin de savoir. Léa fit glisser son coloriage vers moi. Maman, regarde. J'ai fait le pancaque en violet. J'ai forcé un sourire si vite qu'il parut probablement douloureux. Waouh, ai-je dit. Ce pancaque est incroyablement courageux. Léa gloussa, et pendant une demi-seconde, ma poitrine se desserra. Puis Evelyne se pencha en avant, baissa la voix, et prononça la phrase simple que j'aurais dû entendre il y a des mois. J'ai organisé l'achat d'une maison pour toi, dit-elle. Sur Hawthorne Street. Tes parents étaient censés gérer la remise des clés, l'emménagement, tout. Ils m'ont dit que c'était fait. Mon cerveau essaya d'assimiler l'information. Une maison pour nous, et mes parents avaient mené leur vie comme si cette phrase n'existait pas. J'ai agrippé le bord de la banquette jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu directement, m'entendis-je demander, et je me suis senti stupide instantanément, comme si je reprochais quelque chose à la seule personne qui s'était manifestée. Evelyne ne s'y a pas. Parce que j'avais confiance en tes parents, dit-elle. Ce qui était mon erreur, pas la tienne. Puis elle se leva, s'éloigna de quelques pas pour que Léa ne puisse pas entendre, et passa 2 appels rapides. La voix basse, brève, efficace. Je n'ai saisi que des bribes, dossier Hawthorne. Résumé clair. Journal des clés. Historique des annonces. Paiement des locataires. Oui, aujourd'hui. Quand elle revint, elle ne s'assit pas comme si elle comptait s'attarder. Elle se tenait debout comme si elle s'apprêtait à agir. Tu ne retournes pas dans ce refuge, déclara-t-elle. Ma fierté essaya de se redresser pour argumenter, mon épuisement la terrassa. D'accord, ai-je chuchoté, ce qui était le mot le plus honnête que j'avais prononcé de la journée. 1 heure plus tard, Léa bondissait sur un lit d'hôtel comme sur un trampoline, et le monde n'avait jamais été cruel. Elle trouva le petit savon de courtoisie, le renifla de manière dramatique, et annonça qu'il sentait la grand-mère de luxe. Evelyne se tenait près de la fenêtre, téléphone en main, observant la circulation comme si elle observait un champ de bataille. Elle ne m'a pas tout dit. Elle n'en avait pas besoin. Le moment n'était pas encore au détail. Le point important était que quelque chose se passait, quelque chose que je n'avais plus à porter seul. Cette nuit-là, après que Léa se fut endormie dans des draps propres, son lapin en peluche calé sous le menton,
Evelyne s'assit à la petite table près de la fenêtre et reprit enfin la parole. Tes parents organisent un événement, dit-elle. Quelque chose d'important pour eux, une réception, des parents, des discours, toute la mise en scène. Mon estomac se noie. Quand? Le regard d'Evelyne resta fixé sur les lumières de la ville. Bientôt, dit-elle. Et nous y serons. Elle ne le dit pas comme une menace. Elle le dit comme une décision déjà actée. 3 jours plus tard, j'étais dans la salle de bain de l'hôtel, à fixer mon reflet dans le miroir. Je ressemblais à une version de moi-même qui aurait été passée à la machine à laver et mise à sécher en pleine tempête. Evelyne avait insisté pour que j'achète une robe. Pas une robe chère, juste une robe propre, simple. Tu n'as pas besoin d'une armure, avait-elle dit. Tu as besoin de dignité. Je n'étais pas sûr que la dignité soit faite de polyester, mais j'appréciais l'intention. Léa portait une petite robe bleue et des collants. Elle fit une pirouette dans la chambre d'hôtel et dit, on dirait une princesse. C'est vrai, ai-je répondu, et ma gorge se serra. Pendant le trajet, mon estomac se tordit si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Et si je reste pétrifié, demandai-je doucement. Evelyne ne me regarda pas. Alors, je prendrai la parole. Et s'ils nient tout? Ils le feront, affirma Evelyne. Et si tout le monde pense que je suis? Je m'arrêtai car je n'avais même pas de mots pour le dire. Evelyne me jeta alors un regard, vif mais assuré. Maya, dit-elle. Tu as survécu à pire qu'une pièce remplie de menteurs. La voiture s'arrêta devant un lieu que je n'aurais jamais choisi de ma vie. Un de ces espaces événementiels d'hôtel avec des lumières tamisées et des sourires crispés. L'enseigne à l'entrée indiquait « Dîner de la famille Hart Collins ». Évidemment. Ma mère adorait les événements, non pas parce qu'elle aimait les gens, mais parce qu'elle aimait les témoins. À l'intérieur, il y avait des parents que je n'avais pas vus depuis des mois, des tantes, des oncles, des cousins, des gens avec des opinions et des plats préparés, sauf que les plats préparés avaient été remplacés par des hors-d'œuvre de traiteurs. Servis sur des plateaux comme de minuscules pots de vin comestibles. Au fond de la salle, un écran de projection était installé, ainsi qu'un micro. Parce que ma mère ne pouvait pas servir un dîner sans servir également un récit. Avant d'entrer, Evelyne s'arrêta à une porte latérale et parla brièvement à un membre du personnel. Une femme hocha la tête et ouvrit une petite pièce privée adjacente à la salle de banquet, calme, chaude, remplie de bouteilles d'eau et de biscuits. C'est pour Léa, dit Evelyne. Elle n'a pas besoin d'être au centre de tout ceci. Léa fit un pas prudent dans la pièce, puis regarda Evelyne sérieusement. Est-ce que j'ai des goûters? Oui, répondit Evelyne. Des très bons. Léa accepta cela comme si c'était un contrat juridiquement contraignant. Un assistant de confiance resta avec elle. Léa me fit un signe de la main, ignorant totalement qu'elle était protégée de l'apocalypse familiale. Puis Evelyne me regarda. Tu entres la première, dit-elle. Je savais ce qu'elle faisait. Les laisser me voir avant de la voir, elle. Les laisser paniquer en silence. Je suis entré seul dans la salle de banquet. Le brouhaha s'estompa, puis reprit comme le font les gens quand ils sentent quelque chose, mais ne veulent pas être les premiers à le reconnaître. Puis Diane me vit. Son sourire apparut automatiquement, puis bugua comme une mauvaise connexion Wi-Fi. Ses yeux parcoururent ma robe, ma posture, et le fait que mon visage ne criait plus « Je suis en train de me noyer ». Ses mains se serrèrent légèrement autour de son verre de vin. Robert le remarqua une seconde plus tard, son rire s'arrêta net, sa mâchoire se crispa comme s'il s'empêchait de formuler une pensée. Aucun d'eux ne fit un pas vers moi. Ils ne demandèrent pas où j'étais passé. Ils ne demandèrent pas comment allait Léa. Ils firent ce que font les gens qui essaient de calculer un danger, ils sourirent et attendirent. J'ai attendu près du bord de la pièce et j'ai laissé le silence faire son travail. L'humour peint sans rire est parfois la seule chose qui vous empêche de hurler. Alors, je me suis autorisé une pensée, regardez-nous. Un dîner de famille. Le genre d'endroit où tout le monde fait semblant que la chose la plus importante est le plan de table. Une minute plus tard, l'atmosphère de la pièce changea. Evelyne Hart entra, calme, sans hâte, en plein contrôle. À ses côtés se trouvait un homme portant un dossier mince et une sacoche d'ordinateur. Le genre de personne qui a l'air de n'avoir jamais élevé la voix de sa vie, parce qu'il n'en a pas besoin. Diane pâlit. Pas d'une pâleur de surprise,
plutôt de celle de quelqu'un qui réalise que son plan entier vient de prendre l'eau. Robert redressa les épaules, comme il le faisait quand il voulait passer pour une victime avant même que quiconque ne l'accuse de quoi que ce soit. Evelyne salua quelques parents de la tête, comme si elle assistait simplement au dîner. Puis elle regarda ma mère. « Diane, dit Evelyne avec légèreté. Avant que nous mangions, j'aimerais clarifier quelque chose que tu m'as dit. » Le sourire de ma mère se crispa. « Bien sûr, maman. » La voix d'Evelyne resta calme. « Tu m'as dit que Maya habitait dans la maison de Hawthorne Street, dit-elle. » La pièce devint silencieuse, non pas parce que tout le monde se souciait soudainement de Hawthorne Street, mais parce que tout le monde se souciait soudainement du visage de Diane. Le regard de Diane fuyait. Elle posa son verre comme s'il était devenu pesant. « Eh bien, dit-elle, avec un rire trop rapide. »« Oui, elle. » Evelyne leva la main. « Ne faisons pas cela avec des suppositions, dit Evelyne. Faisons-le avec des faits. » Elle fit un signe de tête à l'homme avec l'ordinateur. Il s'avança et se brancha sur le projecteur de la salle, comme s'il l'avait fait 1000 fois. La première diapositive apparut, Hawthorne Street, résumé. Un murmure parcourut la salle. La bouche de Diane s'ouvrit, mais rien ne sortit. Evelyne ne parlait pas comme si elle prononçait un plaidoyer au tribunal. Elle parlait comme si elle lisait la météo. Cette maison a été organisée pour Maya et Leia, dit-elle, et l'écran afficha une ligne simple pour illustrer ses propos. Diapositive suivante, clé remise à Diane Hart Collins. Juillet. Evelyne laissa l'information infuser pendant une demi-seconde. Puis une autre diapositive, une capture d'écran d'une annonce. La maison de Hawthorne mise sur le marché comme location meublée. Des photos du salon, de la cuisine, de la chambre. Les gens se penchèrent en avant. Les mains de Diane commencèrent à trembler. Ensuite, un résumé de bail. Nom flouté, date visible. Locataires installés. Août. Et enfin, la diapositive qui fit tomber un silence de mort sur la salle. Une page d'instruction de paiement provenant du dossier du gestionnaire immobilier. Compte de versement des loyers fournis par Diane et Robert. La voix d'Evelyne ne monta pas d'un ton. « Diane, dit-elle, tu n'as pas seulement pris les clés. » Elle regarda autour de la pièce, s'assurant que tout le monde entende. « Tu as mis en location la maison destinée à ma petite-fille et à mon arrière-petite-fille, et tu as fait verser les loyers sur un compte que tu contrôlais. » Robert réagit le premier, bruyamment, essayant de reprendre le contrôle de la salle. « C'est inapproprié, aboya-t-il. C'est un événement familial. » Evelyne tourna son regard vers lui. « Oui, dit-elle. C'est pour cela que je le fais ici. » Diane trouva une voix frêle et frénétique. « Nous allions lui dire, dit-elle rapidement. C'était temporaire. Nous avions besoin. » Temporaire, répéta Evelyne. Ses yeux se tournèrent vers la pièce latérale où Leia se trouvait, invisible, mais présente. « Vous avez délogé un enfant, dit Evelyne, et la pièce devint immobile, pour le profit. » Quelqu'un eut un hoquet de surprise. Quelqu'un chuchota, « C'est une plaisanterie. » Diane se mit à pleurer. De vraies larmes, cette fois. « Nous avions des dettes, sanglota-t-elle. Tu ne comprends pas. » L'expression d'Evelyne ne changea pas. « Je comprends bien assez, dit-elle. Et j'en ai fini de financer vos choix. » Elle se tourna légèrement pour que tout le monde puisse l'entendre et dit simplement, « À partir de maintenant, Diane et Robert ne recevront plus rien de ma part. Plus d'aide, plus de virements, plus d'héritage. » Le visage de Robert se tordit. « Tu ne peux pas. »« Je le peux, » affirma Evelyne. « Et je l'ai déjà fait. » L'homme avec le dossier s'avança calmement. « Diane Collins. »« Robert Collins, dit-il poliment. Ces documents sont pour vous. » Un officier en uniforme se tenait à proximité. Pas dramatique, pas agressif, juste présent. Parce qu'Evelyne ne jouait pas avec ce genre de scène. Diane fixa les papiers comme s'ils étaient radioactifs. Robert les prit avec des mains tremblantes, puis regarda autour de lui et comprit enfin le pire, ce n'était plus une dispute, c'était une réputation qui s'effondrait en public. La voix d'Evelyne resta stable. « Vous ne contacterez pas Maya, dit-elle. Vous coopérerez et vous répondrez de ce que vous avez fait. » Diane se tourna alors vers moi, le regard éperdu.
Maya, supplia-t-elle. Dis-lui d'arrêter. Nous sommes une famille. Quelque chose en moi devint froid et clair. Tu aurais dû t'en souvenir, ai-je dit calmement, avant de faire un commerce de la maison de ma fille. Le visage de Diane se décomposa. Je ne ressentais pas de joie exactement, je ressentais du soulagement. Le soulagement que la vérité soit enfin dite tout haut. Le soulagement de ne pas être folle. Le soulagement que Léa n'ait jamais à apprendre comment sourire malgré l'humiliation, comme j'avais dû le faire. Je ne suis pas resté pour la suite. Je suis sorti de la salle de banquet, j'ai descendu le couloir et j'ai ouvert la porte de la pièce privée. Léa leva les yeux, les joues pleines de biscuits. Maman, on a fini? Je m'accroupis et je la serrai si fort qu'elle poussa un petit cri. Oui, murmurai-je. On a fini. Elle se recula et regarda mon visage attentivement, comme si elle y cherchait des traces de tempête. Puis elle demanda doucement, est-ce qu'on peut rentrer à la maison? J'ai dégluti. Oui, ai-je dit. On peut. Evelyne nous rejoignit dans le couloir. Elle ne regarda pas la salle derrière elle. Elle n'en avait pas besoin. Dans la voiture, Léa s'appuya contre mon épaule et s'endormit. Je fixai la fenêtre, les mains tremblantes. Grand-mère, murmurai-je. Que se passe-t-il maintenant? Evelyne ne quitta pas la route des yeux. Maintenant, dit-elle, nous reprenons ce qui t'était destiné. 6 mois plus tard, notre vie est ennuyeuse de la meilleure des manières. Nous habitons au Thorn Street désormais. Léa a sa propre chambre, ses propres rideaux, et une galerie d'art bancal faite de dessins scotchés au mur. Elle va à l'école à pied comme si le monde avait toujours été sûr. C'est tout l'intérêt. Je suis toujours aide-soignante par choix, et non parce que je suis coincé. Je termine mon parcours pour devenir infirmière diplômée, une étape à la fois, et pour la première fois, mon énergie va vers l'avenir plutôt que vers la survie. Evelyne n'a jamais payé pour ma vie. Elle s'est manifestée quand cela comptait le plus, et elle s'est assurée que plus personne ne puisse jamais intercepter l'aide qui m'était due. Le dimanche matin, elle nous rend visite avec des pâtisseries et prétend qu'elle est seulement là pour voir Léa. Léa n'est pas dupe. Grand-mère Evelyne, demande-t-elle, est-ce que tu aimes notre maison? Evelyne marque toujours une pause, comme si elle avalait quelque chose de lourd. Puis elle répond, oui, je l'aime beaucoup. Quant à Diane et Robert, il s'avère qu'on ne peut pas louer la maison de quelqu'un d'autre, empocher l'argent, et continuer à parler de famille. L'argent qu'ils ont pris n'est pas resté gratuit. Ils ont été forcés de le rembourser, et l'enquête qui a suivi a fait s'évaporer leur image respectable. Une fois qu'Evelyne les a coupés, leurs dettes cachées sont apparues comme des cafards quand on allume la lumière. Les gens ont cessé de les inviter, les appels sont restés sans réponse. Ma mère a essayé de me contacter, non pas pour s'excuser, mais pour négocier. J'ai bloqué son numéro, parce que j'en ai fini de marchander pour obtenir un minimum de décence. Alors, qu'en pensez-vous? Evelyne a-t-elle bien agi ou est-elle allée trop loin? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires.